Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, bienvenue dans la 35e édition de C'est excellent, votre rendez-vous du dimanche à 19h sur Sud Radio. Ici, je vous propose d'aller écouter et d'écouter les créateurs qui incarnent l'excellence française, quel que soit leur métier. Ils viennent nous raconter la force de leur passion sans frontières. Le lien n'est pas compliqué à créer ce soir entre nos deux invités, deux hommes qui partagent un goût certain pour l'esthétique, la musique, les bons mots, la liberté et le plaisir de vivre tout simplement. Je reçois donc pour vous un homme aux multiples talents dont la prose insolente et surtout libre est bien connue des Français. Si vous ne le connaissez pas déjà, vous allez pouvoir découvrir Frédéric Becbédé qui vient se livrer un peu et nous parler de son dernier livre, sa bibliothèque de survie, sorti aux éditions de l'Observatoire, celle qui le sauve un peu de sa propre morosité face à la crise Covid et ce qu'elle a engendré. Il a dirigé les plus grandes maisons de disques et vient nous raconter ses backstage à lui. Il est aspirant gentleman, car selon lui, on ne naît pas gentleman, on le devient. Mais rassurez-vous, il n'en est pas loin. Et il en a d'ailleurs fait un livre recueil ou mode d'emploi comme bon vous semble. C'est Frédéric Rebet et ses propos d'un aspirant gentleman aux éditions de l'Opportun qu'on retrouvera en seconde partie de cette émission. Pour la Made in French Tech sur Sud Radio, on va découvrir l'application YouBooks, le premier service de lecture en streaming qui donne accès à des milliers de livres à travers Hélène Mérillon, sa fondatrice. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Frédéric Becbédé. Bonsoir les copains. J'ai beaucoup aimé Bonsoir les copains, ça m'a fait penser à Daniel Philippaki. Ouais. Ça m'a rappelé ce maître. Bienvenue d'ailleurs dans cet excellent. Avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de votre nouveau livre, on vous a entendu beaucoup comparer la crise Covid, son confinement et sa culture non essentielle comme un cauchemar devenu réalité clairement. Ces derniers jours pour vous dans les médias, vous en avez beaucoup entendu parler. Alors j'avais envie de vous demander comment est-ce que ça va, Frédéric Becbédé? Très mal, je suis totalement dépressif. Cette maladie est dirigée personnellement contre moi. D'accord. Contre ma façon de vivre. Parce que moi j'aime aller au cinéma et ensuite aller au restaurant avec des copains et puis boire, danser, trébucher, tomber sur une jolie personne en débardeur petit bateau. Et tout ceci est rendu strictement impossible depuis 16 mois. Ouais. Et la police arrête les jeunes gens qui jerkent, ce qui est un oxymore. Je ne pense pas que ce soit possible que des jeunes jerkent. Mais enfin, non, oui, évidemment, c'est très douloureux pour tout le monde. Et le plus douloureux étant l'acceptation docile et l'obéissance que nous avons eue durant tous ces mois. Ah oui, vous trouvez ça douloureux que tout le monde ait accepté sans discuter? Oui, j'ai un peu honte de ma propre lâcheté, mais aussi de la docilité des citoyens du monde. Oui. Et cette peur de la maladie révèle quelque chose. C'est la peur de la mort, surtout. Oui, mais ça révèle quelque chose de nouveau, peut-être chez l'être humain, qui est l'absence de courage et le besoin de protection, la demande de protection, comme un enfant qui cherche sa nounou. C'est ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui. Ça, c'est une nouveauté, je crois. Je crois que les gens acceptaient plus de risquer d'attraper des microbes ou d'avoir des accidents. Ouais. Vous voyez, je pensais par exemple à la guerre. C'est idiot, mais c'est vrai on vit peut-être en paix, je veux dire, parce qu'on ne ferait plus la guerre, parce que personne n'irait. Alors c'est peut-être un progrès, c'est sûrement un progrès d'ailleurs. Je réfléchis à haute voix, vous avez remarqué. Comment? Oui, j'ai remarqué. Le manque de courage plutôt, c'est un progrès? C'est peut-être que cette lâcheté est un progrès, parce qu'il ne pourrait plus y avoir de guerre, simplement parce que personne ne la ferait. Ouais. Et pourtant, il y a pas mal d'endroits dans le monde où il y a des guerres en ce moment. Il y en a quand même, alors vous voyez, il y en a quand même. Oui. En tout cas, c'est quelque chose a changé dans la condition humaine. On n'accepte plus le moindre risque, y compris le risque d'être vexé. Ou de ne pas être d'accord. Voilà, c'est comme si l'hygiénisme sanitaire rejoignait une forme d'hygiénisme mental. De l'esprit, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, vous fêtez vos 30 ans de livre et 20 ans depuis 99 francs sur scène, les 11 et 12 juin prochains au Bataclan, à travers un DJ set littéraire qui est mis en scène par Jérémy Lippmann, qu'on connaît bien dans cette émission, qu'on aime beaucoup, avec DJ Pone. Oui. Alors, fêter, c'est beaucoup dire, puisque vous deviez faire une énorme fête pour fêter ces 30 ans de carrière, on peut dire, l'année dernière. Et finalement, ça se transforme en spectacle, où vous racontez, je vous cite, l'homme que vous avez été, que vous n'avez plus le droit d'être. Donc, vous n'avez plus le droit d'être vous-même, en fait, Frédéric Becbédé. Non, exactement. C'est ce que je... C'est ça, oui, c'est ce que je pense. Oui.
je suis interdit. Et en même temps, les DJ sets sont interdits, mais les DJ sets littéraires, peut-être, sont autorisés au théâtre. Donc, il y a... Dans un certain cadre, quoi. J'espère que ce sera possible et que la police n'interviendra pas et qu'on pourra lire des morceaux de tous mes livres et écouter des tracks lancés par DJ Pone. Je suis assez fier, même très fier de ce spectacle qu'a mis en scène Jérémy Lipman. On travaille depuis des mois puisque ça devait avoir lieu en décembre 2020, ça a été reporté à mars 2021 et reporté encore à juin 2021. J'ai l'impression que cette fois, cette fois c'est la bonne. Ouais. Ça va avoir lieu, en plus dans un lieu sacré qu'est le Bataclan. Alors vous dites que ça va pas être la grosse teuf. C'est pas ce que vous attendiez. Malheureusement, si, mais une fête littéraire. Oui, bien sûr. Voilà, une fête littéraire, la fête de l'esprit, de la liberté. Et bon, c'est 2 jours après la réouverture des restaurants. Et c'est juste avant la fin du confinement total. C'est-à-dire le 30 juin, c'est la fin du couvre-feu, en fait. Oui, mais en réalité, je ne sais pas très bien comment tout ça va se passer, mais j'ai hâte de voir comment les dérapages vont avoir lieu. Oui, donc vous pensez, comme nous tous, a priori, que retrouver la lumière, ça va être la folie totale. C'est-à-dire que les gens, ils attendent que ça, finalement. Oui. Donc on va quand même retrouver cette ambiance qui vous rend aujourd'hui si nostalgique. Mais alors, très franchement, pour moi, aller sur une scène de théâtre, c'était pas du tout naturel. Et c'est même le résultat du confinement. Je suis tellement malheureux depuis 1 an et demi que du coup, c'est devenu vital d'organiser cet événement-là. Je le fais égoïstement, en fait, pour revoir du monde, du bruit, de la foule, des gens. Oui. Et alors, étant donné que je ne suis pas un assassin, je ne vais pas me jeter dans la foule en délire, quoique. Résisterais-je à la tentation ? On est un assassin aujourd'hui quand on se jette dans la foule en délire ? Non, mais c'est vrai que c'est oui, aujourd'hui, c'est le drame de cette maladie. En plus des 100 000 morts, évidemment, c'est d'avoir rendu tout fêtard... potentiellement un assassin. Potentiellement une menace. Ouais. Et du coup, on entend des nouvelles à la télévision du style... des jeunes se sont rassemblés pour danser sur de la musique. Quelle honte, un scandale. Heureusement, la police est intervenue. Ce genre de truc qu'on entend. C'est vrai. Je pense que dans quelques années, on reverra ces archives avec un petit peu de honte. Alors justement, on entend beaucoup aussi en ce moment qu'on est en train de vivre une forme de projection réelle des grands romans dystopiques. Bon, on va citer Orwell, évidemment, 1984, dont tout le monde parle. Il y a aussi La ferme des animaux, qui est moins connue chez lui. Privation des libertés, culture non essentielle, plus de resto, plus de soirées, Big Brother dans nos téléphones, etc. etc. Oui. C'est un peu un cauchemar réveillé qu'on vit, en fait. Oui, c'est ça qui est en train de se passer. Ce qui est dingue, c'est que j'ai commencé à aimer les livres par la science-fiction. À l'âge de 12-13 ans, j'étais passionné et je lisais notamment beaucoup de dystopies, donc pas seulement Orwell, mais aussi Philippe K. Dick, des gens qui ont en réalité inventé ce que nous vivons aujourd'hui. C'est très curieux. C'est très bizarre. Dick prenait beaucoup d'amphétamines et de drogue, et je pense qu'il a fantasmé, poursuivi une tendance qui était une tendance présente à son époque. Mais enfin, qu'il ait pu imaginer qu'il y aurait des pandémies, qu'il y aurait des policiers surveillant les citoyens, des drones qui filmeraient les gens. Il a quand même imaginé qu'il y aurait un réseau virtuel où les gens se retrouveraient, que les gens auraient des instruments portatifs qui permettraient de voir des images et d'envoyer des messages et que tout le monde serait relié à cette espèce de toit. Comment ça se fait tout ça, il l'a inventé. Ça comme ça, c'est étonnant. Au lieu, s'il n'avait pas été romancier, mais homme d'affaires, il serait plus riche que. Oui, c'est ce type-là, qui est mort depuis longtemps, mais il aurait été plus riche que Mark Zuckerberg et Bill Gates réunis. Il a imaginé tout ça, mais dans l'aspect sombre, pour le dénoncer, en imaginant que plus tard, ça serait ça. Je pense qu'il a poursuivi, il a vu la télévision débarquer et il s'est dit c'est la première étape de quelque chose qui va arriver.
Frédéric Beigbeder, pour en revenir à votre essai Bibliothèque de survie, sorti, je le rappelle, aux éditions de l'Observatoire, vous choisissez donc à l'intérieur subjectivement 50 livres que vous nous conseillez, dont vous nous conseillez la lecture. Alors je vous cite ces livres qui sont proposés donc par un mâle blanc hétérosexuel français de plus de 50 ans, la nouvelle cible préférée des minorités victimaires a priori, comme disait Pascal Bruckner ici même il y a quelques mois. Est-ce que c'est pas vous poser vous-même un peu en victime dès le départ? Mais moi c'est mon rêve d'être une victime. Depuis toujours, depuis ma naissance. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, dans un milieu très privilégié. Oui. Et depuis, je n'ai de cesse d'essayer d'être plein. Là, vous y arrivez maintenant. Non, j'y arrive pas. Vous êtes un pauvre mâle blanc dominant de 50 ans, quand même. Je ne suis pas crédible. J'essaie de dire la souffrance des fils à papa, la souffrance des petits bourgeois, la souffrance de quelqu'un qui ne souffre pas. Mais non, je n'arrive pas à ce qu'on entende mes lamentations. Et voilà, et puis c'était plus une sorte de pirouette, mais je constate que oui, maintenant la couleur de peau devient un sujet, alors que j'ai grandi dans une époque où on s'en foutait intégralement. On s'en foutait totalement. C'était même parler de la couleur de peau de quelqu'un était considéré comme très grave. Aujourd'hui, il y a comme une fierté à revendiquer sa couleur de peau, mais moi je m'en fous toujours autant. On va parler un peu de cancel culture aussi, cette cancel culture qui nous vient des États-Unis, là, qui renomme les grandes œuvres. On se souvient d'Agatha Christie, Lady Ptynek, qui deviennent Ils étaient 10. En ce moment, c'est les contes de fées qui prennent cher. Il y a eu Blanche-Neige il n'y a pas longtemps, etc. Vous faites référence dans votre intro aux procès puritains dont ont été victimes en leur temps Flaubert et Baudelaire. Oui. Est-ce que la cancel culture, c'est le retour de la pensée morale finalement du 19e siècle? Est-ce que c'est un retour à un état qu'on a quitté depuis longtemps? C'est un éternel retour. Parce qu'il y a eu aussi les jansénistes, oui, bien sûr. 17e. Alors, tout d'un coup, il fallait être tout à fait sérieux. Et c'est régulier qu'il y ait des entreprises de purification de tout, de la société, des mœurs, de la culture. C'est aussi arrivé au XXe siècle avec l'Union soviétique. Bien sûr. En Union soviétique, si un romancier disait une phrase pessimiste, il pouvait être déporté, assassiné, totalement interdit. Il fallait que les œuvres d'art soient optimistes et positives. C'était dans un souci révolutionnaire. Et c'est toujours avec un discours bienveillant. C'est pour le bien du peuple, pour le bien de tous. Et aujourd'hui, on appelle ça les feel-good books. Oui. Il faut que les gens se sentent mieux. Il faut que la littérature soit comme un Lexomil qui aide les gens à oublier leurs problèmes. Alors que c'est pas du tout son rôle, quoi. La littérature. Non, pas. Oui, moi je suis plus du côté de Stendhal. Oui. C'est que la littérature, c'est un miroir. Un miroir doit refléter le monde tel qu'il est, le bien, le mal. Avec tout dedans, quoi. Le vice et la vertu, qui sont malheureusement en nous, tous deux. Heureusement. Les deux, voilà. Oui. On est à la fois pur et impur. Donc la purification, c'est toujours dangereux. Oui, voilà, mais je dis pas qu'on doive nécessairement chercher autre chose que le bien. Je pense pas, mais je constate que le mal donne des œuvres peut-être aussi belles. Et peut-être, si ce n'est plus belle parfois. Les fleurs du mal, c'est un bon titre. Voilà, ça résume tout. Plus grand recueil de poèmes français. Sur le mal pousse la beauté. C'est quelque chose que Baudelaire avait compris, et il a été la première victime de la cancel culture en France. Interdit, 6 poèmes censurés. Ce qui n'a pas été le cas de Flaubert, il s'en est sorti. Flaubert, Madame Bovary a gagné son procès. C'est ça. Ça, c'est extraordinaire. Et je pense que ce double procès en 1857, c'est vraiment le traumatisme de la littérature française. C'est pour ça qu'on est encore un des pays les plus libres, parce qu'on a honte de ce procès de Baudelaire et Flaubert. Et tant mieux si on continue de défendre des œuvres sales, des œuvres perverses. Merci. Voilà. Merci Frédéric Beigbeder. C'est excellent sur Sud Radio en compagnie de l'éponyme écrivain, critique littéraire, animateur, acteur et réalisateur Frédéric Beigbeder, qui sera rejoint dans pas très longtemps par un homme de cœur et de tête, un aspirant gentleman qui l'est déjà, même s'il n'est pas d'accord, Frédéric Rebet. On revient, ne bougez pas.
Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio en compagnie de Frédéric Becbédé qui vient fêter ses 30 ans de publication avec nous ce soir et qui va être accompagné dans peu de temps par un homme qui fut en backstage des plus grands musiciens internationaux, l'éternel gentleman, même s'il se définit lui-même aspirant, Frédéric Rebet. En Bulle French Tech, on ira à la découverte du premier service de lecture en streaming qui donne accès à des milliers de livres, la YouBooks, avec sa fondatrice Hélène Mérillon. Mais tout de suite, on continue avec Frédéric Becbédé, puis on se fait une petite pause auditive gourmande. Voulez-vous champagne? Amuse la bouche? Merci madame. Je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer tous les jours ton adresse et ton digicode par texto. Je te rappelle que je suis mariée avec ton cousin quand même. Oui mais tu sais, moi je suis pas très famille. En tout cas l'important c'est que tu ne rappelles jamais. Allô Alice, c'est Marc. Il y a des gens qui cherchent du pétrole, parfois du travail. Moi mon boulot c'est de découvrir de nouveaux visages. Allez hop. À qui je pourrais te vendre? Parfum, cosmétiques. Ah, tu aimes les tampons? On peut pas s'empêcher de se marrer. Hein. Oui. Quelle œuvre! Ce sont des tentatives d'un aspirant cinéaste. Alors le premier, c'est 99 francs adapté par Yann Kounen, où vous jouez une hôtesse de l'air barbue pendant un délire total du héros Octave Parango. Quand vous écrivez, Frédéric Becbédé, est-ce que vous les visualisez, ces images? Vous vous êtes vu dans le rôle de cette hôtesse de l'air? Parce que c'est quand même... Oui, non seulement je me suis vu, mais j'ai été ému par ce que j'ai vu. Oui. Non, je crois que le coup de l'hôtesse de l'air, c'est vraiment un fantasme de Yann Kounen. D'accord. Oui, c'était pas le vôtre, quoi. C'est pas moi qui ai insisté pour ce rôle. Mais vous êtes parfait, d'ailleurs. Mais merci très beaucoup. Drôle. Oui. J'ai participé à l'écriture du scénario, mais dans mon souvenir, c'est pas moi qui ai insisté pour être transgenre, et en même temps je l'ai fait souvent. Je me suis souvent habillé en femme dans des soirées. En gardant la barbe aussi? Oui, toujours. Et puis ensuite, quand il y a eu un garçon qui a gagné un garçon ou femme, attention, qui a gagné l'Eurovision, barbu en robe du soir, du coup mon créneau a été repris par quelqu'un d'autre. Ouais. Donc j'étais déçu. Frédéric Becbédé, les deux autres adaptations, il y a L'amour dure 3 ans et L'idéal, c'est vous qui les avez réalisées. Hein. Oui. Voilà. Comment se met en place le passage entre les personnages que vous avez fantasmés, en les créant, en les écrivant, et la réalité incarnée par les acteurs? C'est quand même très particulier aussi de passer d'écrivain à réalisateur de son propre bouquin. Oui, mais en fait, quand on a écrit le livre, finalement, on est sans doute plus cool et on a moins besoin que l'adaptation soit totalement fidèle. Non, mais au contraire, je trouvais que c'était intéressant quand il proposait autre chose. Et ce que j'ai adoré dans le cinéma, c'est justement qu'on me désobéisse. Qu'on arrive au tournage avec ça en général, a priori. Ah oui, parce que je trouve que sinon c'est ennuyeux. Donc moi, j'avais écrit le livre plus l'adaptation. Et au tournage, quand quelque chose d'autre advenait, j'étais émerveillé. Ouais. Même peut-être un peu trop. Je m'en foutais un petit peu qu'on soit fidèle à mes répliques. Alors, c'est Gaspard Proust à chaque fois, dans les deux, qui incarne votre personnage principal. Est-ce que c'est lui qui correspond aussi le plus à votre fantasme, finalement, d'écrivain? Il a le même ton que ce que j'ai pu écrire. En tout cas, cette espèce d'humour corrosif, pessimiste, dépressif et nihiliste à la fois, enfin, cynique. Et ça, c'est vrai que c'est très rare, c'est très compliqué de trouver un acteur qui puisse dire des horreurs avec le sourire. De manière totalement détachée. Ouais. Oui, très détaché, laconique et cruel et souriant. C'est pas évident, je pense que c'est... Laconique, cruel et souriant. Sur ce style, sur ce créneau-là, il est un peu seul. Ouais. Et donc ça vous correspond bien, quoi. Oui, j'aime bien ça parce que j'aime beaucoup les comédies américaines des années 40 où des gens en costume 3 pièces se disent des horreurs avec le sourire, avec un verre, un cocktail à la main. C'est l'humour anglais, ça aussi. On va en parler tout à l'heure avec Frédéric Rebet. Finalement, vous écrivez, vous réalisez, vous jouez la comédie aussi, beaucoup, vous l'avez fait beaucoup. Vous avez présenté, animé, vous avez été critique littéraire, vous avez toutes ces casquettes, Frédéric Becbédé. Vous aimez être multiple finalement. Est-ce que c'est le même exercice pour vous à chaque fois ? Est-ce que c'est un peu schizophrène? Comment ça se passe? Complètement. C'est une manière de gérer ma schizophrénie. D'accord, déjà existante alors. D'avoir plusieurs métiers. C'est une manière de fuir. C'est-à-dire que si on me dit
que mon film est complètement foiré, je peux toujours me rassurer en disant non, en réalité, je ne suis pas cinéaste, je suis écrivain. Si on me dit que mon roman est nul, je dis mais non, mais en fait, je suis animateur, ou je suis DJ, ou je suis... C'est une manière de vous auto-justifier aussi, à vous-même? Disons, quand j'étais plus jeune, oui. Quand j'étais plus jeune, oui, j'avais cette espèce de fuite en avant. Ouais. Je crois que maintenant, avec la vieillesse, je regarde tout ça en me disant que c'est toujours un petit peu le même métier. C'est-à-dire qu'il y a toujours, à un moment, quelqu'un qui est seul dans un coin en train d'écrire quelque chose. Le conducteur, c'est vous, finalement, de toute façon. Voilà, donc quand on fait une émission de radio, on doit préparer, on doit travailler dans son coin, un livre, un film, tout est, même un spectacle, c'est quand même un texte au départ. Donc, je dirais, ce qui réunit tout ça, c'est votre serviteur qui utilise différents canaux pour exprimer la même détresse. Oui. Alors, quand on vous entend parler, il y a des fois où, du coup, vous considérez peut-être pas vous-même comme un écrivain, etc. Pourtant, vous avez créé un prix, le prix de Flore, où vous décernez des prix à des écrivains. Vous êtes aussi critique littéraire. Donc, est-ce que comment on fait pour ne pas se considérer soi-même et arriver à critiquer les autres, finalement? Finalement, je ne sais pas comment on fait, mais je le fais. Ouais. Je n'analyse pas trop. J'ai une gourmandise. C'est ça. Une soif de littérature. J'aime lire, j'aime écrire, j'aime m'intéresser aux autres. Ça me nourrit, c'est mon carburant, c'est mon moteur. Quand je suis épaté, c'est merveilleux. Quand je suis déçu, je le dis aussi. Et puis, et alors, qu'est-ce qui vous épate? Mon travail à moi n'intervient pas tellement là-dedans. Si, c'est que c'est un matériau qui me nourrit et qui finalement, certainement, doit déteindre sur mon travail. Univers. Oui, je pense. Si vous voulez, c'est comme un peintre qui n'irait jamais voir une exposition. Je comprendrais pas, moi. Les écrivains qui disent « Ah non, moi je ne lis pas les contemporains, je ne lis que les classiques », je trouve ça bizarre, parce que si on a voulu devenir écrivain, c'est parce qu'on voulait faire partie de ce club. On va peut-être parler de club avec notre gentleman ici présent, mais oui, moi en tout cas j'étais fasciné par les auteurs autant que par les livres. J'avais envie de les rencontrer, de les connaître, de graviter dans ce monde. D'être recouvert de livres, comme il y avait beaucoup de livres chez moi, chez ma mère et mon père. Et tout est parti de l'enfance, en réalité. C'est une passion. On vous a beaucoup demandé ce que c'est un bon livre. Moi, j'ai envie de vous demander ce que c'est un bon écrivain, en fait, Frédéric Beigbeder. Je pense que c'est quelqu'un qui a trouvé sa voix, sa forme. Et on ne parle pas assez de style aujourd'hui. On parle beaucoup du sujet d'un livre, mais pas tellement de la manière dont il est fait, la construction, les chapitres, les paragraphes et les phrases. Donc pour moi, je trouve qu'un écrivain, on le reconnaît au bout de quelques pages, même pas. Ça se voit très vite que quelqu'un est un écrivain. C'est quand il a trouvé sa propre forme pour dire son expérience ou pour raconter ses histoires. On sent que c'est une authentique, en fait, que c'est une écriture qui est unique. Qui est unique et non pas inimitable, mais justement facile à imiter. Quand un écrivain est grand, on peut le pasticher, se moquer de lui, parce qu'il aura des obsessions, des tics reconnaissables. C'est le cas de Patrick Modiano, de Françoise Sagan, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq est facile à imiter, parce qu'il y aura toujours... C'est tout à fait reconnaissable. C'est ça, il y aura cette espèce d'humour noir, de solitude existentielle, d'obsession sexuelle insatisfaite, un type qui pousse un caddie dans un supermarché glauque... et qui regarde ça parle à tout le monde, quoi. Qui regarde qui hésite entre différentes boîtes de conserve. Enfin voilà, on est tout de suite. Vous voyez, c'est facile. Et pour moi, les vrais écrivains, c'est ça. C'est quand on peut peut-être s'en moquer plus facilement. Quand on peut vraiment les caricaturer, c'est qu'ils font partie du club.
Merci pour ce partage, Frédéric Beigbeder. Merci à vous tous d'écouter Sud Radio. En compagnie de Frédéric Beigbeder, vous allez découvrir avec moi et avec nous l'application YouBooks, qui est donc le premier service de lecture en streaming qui donne accès à des milliers de livres avec sa fondatrice. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Bonsoir Hélène Mérillon, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Judith. Alors YouBooks, c'est donc un service de lecture en streaming qui propose un grand catalogue de livres en ligne. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, YouBooks, c'est ça, c'est un peu un Netflix français de la lecture. D'accord. Donc, concrètement, c'est une application qu'on télécharge sur son smartphone ou sa tablette. Ouais. On s'abonne et puis pour moins de 12 € par mois, on a accès à une très large bibliothèque de livres, de presse, de livres audio et de bandes dessinées. Et vous faites des partenariats en fait avec des maisons d'édition auxquelles évidemment vous reversez un intérêt. Ça se passe comment ? C'est un système d'abonnement ? Comment ça se passe avec et vos partenaires et vos abonnés d'ailleurs ? Oui, alors donc nous on travaille avec 1500 éditeurs français aujourd'hui qui sont partenaires de la plateforme et qui nous permettent de proposer en fait une bibliothèque de 400 000 titres très diversifiés. Et le modèle YouBooks, c'est vraiment en effet tout un chacun peut s'abonner. Donc, pour moins de 12 € par mois, on a accès à cette bibliothèque. Et ensuite, on reverse la moitié des revenus aux éditeurs qui eux-mêmes rémunèrent les auteurs. D'accord. Donc, et c'est quoi l'innovation réellement que vous proposez avec YouBooks, du coup ? Vous êtes journaliste, vous aimez lire, j'imagine, un certain nombre de choses. Et vous avez des enfants. Donc, la bibliothèque YouBooks, elle est faite pour toute la famille et elle permet surtout d'avoir accès à tout moment, où qu'on aille, n'importe où dans le monde, à cette large bibliothèque et ça, sur tous les terminaux de la famille. C'est pas mal. Donc, pour les voyages avec les enfants, effectivement. Frédéric Beigbeder, est-ce que vous lisez en ligne ? Alors non, moi je suis un militant du papier. De l'objet. Je suis un vieux dinosaure, pardon madame. Je suis contre la lecture sur écran. Mais je comprends que ça puisse être très pratique, effectivement, si vous partez sur une île déserte. Mais encore faut-il que l'île déserte ait la Wi-Fi. Oui. C'était ma question d'après. A priori, on peut les télécharger un peu comme les films Netflix, les bouquins. C'était ma question d'après Hélène Mérillon. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on a toujours la même émotion finalement en lisant un livre sur YouBooks que en vrai, tout bêtement ? Vous savez, en fait, ce qui compte, c'est surtout l'œuvre. C'est pas tellement le format de l'œuvre ou la manière dont on écoute ou dont on lit le livre, sur écran, sur papier, etc. Ouais. Donc pour moi, c'est exactement, oui, c'est la même émotion. Je pense en revanche qu'un service numérique est totalement complémentaire à la librairie, parce que ce que dit Frédéric, c'est très important. C'est formidable une expérience en librairie. Enfin, quand on va voir son libraire, c'est pour avoir des conseils, c'est autre chose. Et de la même manière que c'est pas parce qu'on regarde des séries sur Netflix qu'on ne va plus au cinéma, je pense qu'au contraire, on peut faire les deux, en lisant sur YouBooks, on ira encore plus en librairie acheter des livres. Je vois Frédéric Beigbeder acquiescer. Oui, non, parce que en fait, j'ai longtemps, D'abord, j'ai une maladie, c'est que j'ai besoin de combat, comme Don Quichotte avec ses moulins à vent. Vous n'aviez pas envie d'être d'accord. Donc non, c'est pas tellement vous, mais c'est il y a 10 ans, j'avais fait un livre, Premier bilan après l'apocalypse, où je combattais les Kindle et tout ça. Aujourd'hui, après tout, maintenant, j'ai peut-être mis un peu d'eau dans mon vin à ce niveau-là. Je continue de penser quand même une chose sur les écrans, c'est qu'on va peut-être moins tomber sur quelque chose qu'on ne cherchait pas que dans une librairie. Je veux dire, dans une librairie, vous arrivez généralement pour acheter quelque chose et puis vous achetez d'autres trucs. Est-ce que c'est possible chez vous ? Mais peut-être que oui, après tout. Peut-être que tout d'un coup, on vient pour lire Montaigne et on va lire autre chose. C'est certainement possible sur YouBooks. Merci Hélène Mérillon, en tout cas, d'avoir participé à cet excellent. Je rappelle pour nos auditeurs qu'on peut vous retrouver votre bibliothèque, la bibliothèque YouBooks, donc, sur www.youbooks.fr. C'est excellent sur Sud Radio avec l'indémodable Frédéric Beigbeder, qu'on va retrouver tout de suite, accompagné du gentleman directeur artistique Frédéric Rebet. Ne bougez pas. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. Si vous arrivez, nous débutons la seconde partie de cet excellent, l'émission qui vous raconte l'intimité du savoir-faire de nos créateurs, tous bords confondus. On a débuté avec l'excellent écrivain et réalisateur Frédéric Beigbeder, et puis on continue l'échange avec lui et Frédéric Rebet, le directeur artistique féru d'esthétisme et d'humanité.
Bonsoir Frédéric Rebet, bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonsoir Judith. Alors Frédéric Rebet, j'ai pas mis le générique du James Bond Casino Royale pour vous accueillir pour rien, évidemment, puisque vous avez nommé votre agence Le Chiffre d'après le surnom du méchant dans l'histoire. Non, et je crois que c'est votre surnom également, plus ou moins, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, Ian Fleming avait pris ce nom parce que les services secrets français s'appelaient Le Chiffre. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, dans les années 40-50, on faisait du déchiffrement. D'accord. Et ça vous a toujours passionné, hein ? Pourquoi cette passion pour James Bond, Frédéric Rebet ? Alors, elle est paradoxale parce qu'en fait, moi, j'aime le code, enfin la mathématique et la philosophie. Ça paraît être un oxymore aujourd'hui, mais dès l'Antiquité, et puis encore à l'époque de Marc Hayam, on était mathématicien et philosophe. Ça se perd. Enfin, je pense que Frédéric ne contredira pas là-dessus. Et voilà. Et James Bond, alors j'aime beaucoup et en même temps je suis circonspect parce que j'ai toujours considéré que James Bond était quand même assez dépressif, ce qui n'est pas grave, alcoolique, ce qui n'est pas grave, relativement violent, tueur de sang-froid. Ouais. C'était pas forcément un modèle, mais ce qui me paraissait intéressant chez lui, c'est sa fidélité à la reine, à la couronne, à l'Angleterre, et que ça c'est tout à fait respectable. C'est ça qui fait de lui un gentleman, c'est ça ? Je crois qu'une forme de fidélité à quelque chose qui est plus fort que soi, c'est-à-dire un idéal qui est au-dessus de ses propres intérêts, je trouve que c'est en tout cas une bonne démarche. D'ailleurs, la reine d'Angleterre, il y a eu les Jeux Olympiques de 2012, elle a accepté de sauter virtuellement en parachute avec lui. Donc ça montre aussi la reconnaissance de l'Angleterre à ce personnage de James Bond, qui ne passerait pas toujours dans les filtres aujourd'hui de la bienséance, mais quand même, voilà, c'est une mythologie contemporaine. Alors Frédéric Rebet, je vais vous situer un petit peu pour mes auditeurs. Donc chez Le Chiffre, vous faites notamment des missions de gouvernance dans le secteur culturel, mais grosso modo, vous accompagnez ce que vous disiez hors antenne à l'instant, des startups qui font de l'innovation technique musicale, et vous devenez un espèce d'ambassadeur de cette excellence, on va dire, virtuelle, musicale, française, globalement au Chiffre, hein, c'est ça que vous faites. Tout à fait. Voilà. En fait, je retrouve, en faisant cela, exactement la même relation que j'avais avec les artistes dans un label. C'est-à-dire que j'applique à peu près cette même manière de... d'aborder les choses sur la personnalité des gens. Moi, j'ai toujours considéré que quand un artiste, dans la musique, puisque c'est mon domaine de prédilection, mais un écrivain, finalement, il rencontre son public quand il exprime une forme de vérité. Sa justesse à lui, c'est-à-dire à partir du moment où il arrive à se débarrasser de préjugés, de ce qu'on peut lui expliquer, il va approcher sa vérité, et que cette vérité va rentrer, pour reprendre un terme musical, en résonance avec le public. Voilà. D'accord. Et donc j'aborde ces jeunes ingénieurs ou créateurs qu'on appelle des startups avec ce regard-là, et je dois dire qu'on a malgré nous, parce qu'on ne choisit pas toujours avec des bons critères, mais quand même une meilleure résonance. Et donc du coup, ce sont des musiciens ou des inventeurs de sons ou des inventeurs de machines? Alors les deux, je vais vous en citer une par exemple qui s'appelle Mila, sont des jeunes ingénieurs de Polytechnique qui en même temps fait des études musicales aux États-Unis. Et on avait, dans notre première rencontre, on a parlé de vibration. Moi, j'aime la notion de vibration et eux étaient aussi là-dessus. Et donc, ils ont travaillé sur un système qui aide la dyslexie, notamment les enfants dyslexiques, à progresser. Donc, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Et c'est très efficace, puisqu'on a fait des essais dans les hôpitaux, on voit ce gain. Donc, ce sont des gens touchés par un intérêt général. Souvent, moi, je dis aujourd'hui, finalement, un jour, l'intérêt général sera coté en bourse. Je trouve que c'est une valeur nouvelle qu'on oublie souvent. Et je pense que parce que ce sont des personnes qui ont cette vibration, qui sont animées. Quand je regarde leurs yeux, je vois, ça brille quand ils parlent de leur projet. Je ne suis pas avec la Startup Nation, avec l'objectif d'ailleurs d'acheter une Tesla. Ils se projettent réellement. Et donc j'y suis sensible. Et ça fonctionne pas mal. Et du coup, à l'étranger, j'en invite dans des incubateurs américains. Et voilà. Vous les faites bouger à l'international aussi, quoi. Oui, toujours. Leur faites découvrir le reste un petit peu de ce qui se passe ailleurs. Alors, Frédéric Rebet, vous venez de sortir Propos d'un aspirant gentleman aux éditions de L'Opportun. C'est un recueil de pensées, d'astuces, de moments de votre vie, presque un mode d'emploi, j'aurais envie de dire, toujours pour celui qui veut devenir gentleman. Vous dites notamment, comme je le disais au départ de cette émission, qu'on n'est pas gentleman, on le devient. Comment est-ce qu'on devient gentleman, Frédéric Rebet ?
Je pense que c'est comme D'abord, je pense qu'on n'y arrive jamais. Ouais. Hein, c'est une quête permanente. Donc, on aspire, comme je dis, on essaie de devenir mieux. Mais c'est comme, je pense, pour certaines pratiques, peut-être dans les arts martiaux, le judo, par exemple. On peut devenir ceinture noire, mais on n'est jamais un grand maître. Dans les moines, par exemple, les moines bouddhistes, ils travaillent. Et il y a quand même une notion de travail et une notion d'intérêt et de curiosité. Et en fait, quand j'écris ce livre, c'est pas un guide. Qui suis-je pour dire ce qu'il faut faire? Je ne sais pas moi-même. Non, c'est un mode d'emploi. Voilà, qui suis-je? Et puis je dis, l'objet n'est pas d'être un gentleman, mais d'être aspirant, en tout cas de porter un éclairage. Voilà. D'avoir la volonté, quoi, l'envie, la volonté. Oui. C'est ça. Et la volonté, elle engendre... Et la coquetterie aussi, parce que je vous cite dans une des phrases que j'aime beaucoup. Je sais que la bière fait grossir et que je devrais y renoncer, mais j'ai préféré renoncer à la coquetterie. Et c'est le commissaire Maigret qui dit ça, Jean Gabin. Oui. Il y avait Sophia Loren aussi qui avait dit qu'elle préférait manger des pâtes et du vin plutôt qu'avoir la taille fine. Tout à fait. Donc on peut être gentleman quand on est une femme. Bien sûr, et je dirais même, alors je n'ai pas osé le mettre en exergue, mais le gentleman est une femme comme les autres. Alors, il y a un certain nombre de qualités qui, pour moi, on pense que le gentleman est britannique du 19e siècle, avec des bons mots en tête. En revanche, le gentleman, selon moi, il est universel, il n'est pas exclusivement masculin. Attention au micro. Dans ma vie, j'ai rencontré pratiquement plus de femmes qui auraient ces qualités de gentleman que d'homme, donc ça c'est intéressant. L'autre chose, c'est que il n'est pas forcément britannique ni français. C'est quelque chose qui est ouvert, universel. C'est pour ça que je voulais mettre ça en exergue aujourd'hui. C'est pas un livre du passé, c'est un livre universel et intemporel. Ouais. Enfin, alors, dans toutes les pensées que vous proposez, il y a pléthore de types de personnalités, de personnages aussi. Il y a pas mal. Il y a Churchill, il y a Borges, il y a Batman, il y a Raymond DeVos, il y a William Blake. Puis il y a pas mal de Charles Bukowski aussi, qui est, je crois, un de vos auteurs préférés, Frédéric Beigbeder. D'ailleurs, Bukowski, est-ce que c'est un gentleman, Frédéric Rebet? Charles Bukowski. Alors, je pense que tout le monde est gentleman à partir du moment où il a une forme de sincérité, on ne peut pas lui enlever ça. Et je pense que comme dans les super-héros, il y a l'anti-héros, et que l'anti-héros nous éclaire aussi. Vous rejoignez là-dessus tous les deux. Oui, exactement. C'est que quand j'ai vu la publication du livre de Frédéric Beigbeder, je suis empressé de regarder, et j'ai aimé cette approche en disant, finalement, c'est dans la noirceur que l'on découvre. Un de mes livres préférés, et pourtant, je n'y suis pas préparé, enfin, ça remonte à assez longtemps, c'était James Ellroy. J'ai pas commencé la quadrilogie par Le Dahlia Noir, qui est un roman magnifique. J'ai commencé par Le Grand Nulle Part, qui est très violent, très sombre, qui est épouvantable. Et ça m'a fasciné. Et donc, on peut être fasciné, intéressé par tout cela. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer James Ellroy. Et ben, c'est passionnant, c'est-à-dire que tout à coup, ça nous sort de nos habitudes et il bouleverse nos points de vue et il nous fait grandir. Et donc, en cela, je pense que Bukowski et d'autres nous aident à transcender un peu cette image un peu serrée qu'on peut avoir au départ de notre éducation. Charles Bukowski, Frédéric Beigbeder, qui n'est pas dans votre top 50 2021. Non, mais en fait, il était dans un tome précédent, Premier bilan après l'apocalypse. Il était très bien placé. C'est un auteur très important parce que c'est un des premiers de non-science-fiction que j'ai lu et où je me suis rendu compte que de ce que c'était que la littérature, que ça pouvait être drôle et tendre et trash aussi. Et oui, très violent mais en même temps blessé. C'est ce qui fait peut-être qu'il est gentleman, c'est qu'il ose exhiber ses blessures, ses fêlures, comme Scott Fitzgerald. Et c'est ça qui est assez fort. C'est peut-être ça qui manque à James Bond. Exactement. Il n'est peut-être pas assez vulnérable, James Bond. C'est vrai. Alors qu'il est déprimé, vous disiez, Frédéric Rebet. On le découvre. Petit à petit, quand on reprend les romans d'Ian Fleming, j'ai repris les premiers qui ont été retraduits. Parce qu'à une certaine époque, ils ont été, comme on dit chez les éditeurs, pigalisés. Un style un peu pigalle, avec un argot. On a repris la traduction originelle. Et finalement, c'est plus dur que ça n'en a l'air. C'est moins léger. C'est pas toujours politiquement correct, mais c'est le reflet d'une époque, c'est le reflet des années 30.
Frédéric Rebet, c'est-à-dire c'est une question pour les deux, Frédéric Beigbeder, vous définissez la littérature, par exemple Bukowski, comme faisant partie des Salas, des irrévérencieux, etc. Ceux qui forment cette littérature libre, en fait, de toute contrainte aussi. Pourtant, ils sont cités chez vous, Frédéric Rebet, comme un gentleman, donc il y a quand même de la contrainte chez ces gens. Est-ce que savoir-vivre, c'est aussi ne pas toujours faire la révérence, finalement, ou accepter la contrainte? Ce que j'aime bien dans le livre de Frédéric Rebet, c'est qu'il ne dit pas seulement, et il l'a expliqué là, que c'est une manière de s'habiller ou même une forme d'élégance, mais c'est aussi un esprit, quoi. Je pense que gentleman, c'est une forme de dandisme, de stoïcisme, d'exigence qu'on peut avoir, c'est-à-dire que même si on est au bout du rouleau, on garde une certaine dignité, une certaine tenue, ce qui ne signifie pas de ne pas se confesser, se confier, mais on est peut-être... D'ailleurs, vous avez un goût partagé tous les deux, je tiens à le dire. En antenne, il y a eu une battle de cravate et de veste. Nous sommes en veste, cravate et cheveux. Extrêmement bien habillés. Voilà. On a les cheveux tous les trois. Nous sommes tous les trois très chevelus. Moi, j'ai des cheveux, a priori. Très chevelus. Alors, une petite précision, c'est qu'on ne peut pas avoir les trois lunettes, cheveux, barbe. Oui. Frédéric a choisi j'ai enlevé mes lunettes. Barbe. Voilà. Moi, j'ai pas de barbe, mais lunettes. D'accord. Voilà. Et pourquoi on ne peut pas avoir les trois en même temps, alors, Frédéric Après, ça fait fauner, ça fait farce et attrape. On essaie de garder. Chevelu, barbu et à lunettes, il y a Sébastien Tellier. Voilà. C'est le seul. Il a le droit, lui. Il a le droit. Voilà. Il y a Groucho Marx qui disait qu'il n'irait pas dans un club où qu'il accepterait lui-même, finalement. Hein, c'est ça? Exactement. Tout à fait. Donc c'est aussi l'autodérision d'être oui, c'est très important. L'autodérision, c'est très britannique, mais je pense que c'est une leçon pour soi-même. À partir du moment où on prend soi-même au sérieux, on prend un très mauvais virage. Je pense que l'humour, finalement, c'est un acte de dignité. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de Romain Gary. Frédéric Beigbeder, pardon, j'ai du mal avec les deux Frédéric là. Mais c'est un peu votre cas aussi. Oui. C'est-à-dire que moi, l'humour qui est omniprésent et qui domine les médias et tout, j'aime pas. Mais en revanche, l'humour sur soi, c'est essentiel. L'autodérision et la réaction aux circonstances. Avoir gardé de l'humour en dépit de tout. Ça, j'aime. Ce que j'aime pas, c'est quand il est organisé, permanent. Et, on dit souvent que l'humour, c'est la politesse du désespoir, finalement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une définition qui me va très bien, au fond. Je trouve que c'est une forme de courtoisie face à la fatalité de notre existence, d'avoir le sourire, de blaguer. Pour une forme de combat, de résister. Dans le livre, je parle d'un condamné à mort. Alors, je ne donne pas tout le détail, qui est d'ailleurs assez trash. On lui annonce qu'il va être écartelé, on va lui mettre de l'huile bouillante dans la bouche, qu'ensuite on va découper ses membres, et puis qu'ensuite on va le tirer avec des chevaux dans toute la ville. Et qu'à la fin, on le brûlera, et puis on va descendre. Et il écoute la sentence, et à la fin, il dit « rude journée ». Et donc, c'est face à l'abomination, voilà, ça permet de nous grandir, c'est la dignité. C'est excellent sur Sud Radio, en compagnie de Frédéric Beigbeder et du directeur artistique multiforme, et plein d'humour, Frédéric Rebet. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, en compagnie de l'excellente et irrévérencieux écrivain Frédéric Beigbeder et du directeur artistique des plus grands et gentlemen, Frédéric Rebet. Frédéric Rebet, mis à part votre livre, que je rappelle, Propos d'un aspirant gentleman, qui est sorti aux éditions de L'Opportun, vous faites aussi des chroniques de gentleman numériques sur la chaîne Bismart, donc une chaîne web, dans Smart Tech. Et dans celle du 18 mars, vous faites vous faites l'éloge des vertus de l'échec. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, à travers l'exemple des grosses boîtes de la Silicon Valley aux États-Unis, qui n'embauchent que des dirigeants qui ont déjà connu la faillite. Voilà, qu'est-ce que ça apporte concrètement, justement? Pourquoi? C'est nouveau. C'était pas le cas avant. On était dans ce qu'on expliquait tout à l'heure, cette Startup Nation victorieuse et conquérante. On s'est rendu compte que l'échec, de mordre un peu la poussière, finalement, ça nous replace dans la réalité. Et que les choses ne sont pas que virtuelles. Un business plan, par exemple, ce qui permet de montrer un plan de financement, on va traduire en français, finalement, tout ça est virtuel. Ce sont des chiffres,
C'est presque c'est des projections un peu fantasmées parfois, voilà. D'ailleurs. Hein. Oui. La réalité est bien plus difficile. Oui. C'est de l'économie, c'est une entreprise, c'est des employés. Et donc, le fait d'avoir connu une faillite réinitialise finalement l'entrepreneur. Et du coup, il y a une raison. Et il y a des erreurs qu'il ne fera plus jamais aussi, on suppose. Hein. Voilà, d'une part. Et puis d'autre part, ça l'oblige à être encore plus motivé, plus concurrent et de se rendre compte de la valeur de l'argent qu'on perd beaucoup aujourd'hui. Elle est virtuelle. Hein. Ça me fait penser à une. Frédéric Becbédé, allez-y, je vous en prie. Ça me fait penser à une, puisque vous aimez les citations, une phrase de Scott Fitzgerald à Ernest Hemingway, où il lui disait: toi, tu parles avec l'autorité du succès, moi, je parle avec l'autorité de l'échec. Ah oui. C'est très juste. Une phrase à laquelle je pense souvent. Mais oui. Vous y croyez aux vertus de l'échec, vous, Frédéric Becbédé? Parce que j'ai connu les deux. J'ai connu quelquefois des succès et quelquefois des bides. Ouais. Et je remarque que les bides font plus de bien. Vous apprenez plus, finalement. Le succès rend con, il faut le dire. Quand on a un succès, on a tout d'un coup, on se croit génial, tout le monde vous fait des compliments et vous vous prenez pour Dieu. Vous devenez un peu fou et un peu débile. Alors qu'avec c'est un retour à la réalité. On retourne à la réalité, puis on est un peu plus ouvert et curieux des autres et un peu moins persuadé. On va refaire une citation un peu bateau, hein, mais c'est le Dalai Lama qui dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc finalement, l'échec, c'est une expérience qui permet de s'améliorer, c'est ça. Churchill aussi est très. Parle beaucoup de ça. C'est la fameuse nation indomptable. C'est lui qui Tout à fait. Qui est un inventeur de ce système. Mais pour continuer là-dessus, le succès échoue finalement. C'est quelque chose qui est. Donc moi j'emploie cette expression qui est valable pour l'échec. Je dis embrasser les conflits, embrasser l'échec. Dans le sens d'embrasser, c'est-à-dire prendre à bras le corps. Ouais. On est dans une civilisation et une époque où finalement on met à l'écart l'échec. Surtout les réseaux sociaux, on vole de succès en succès, il est plus formidables les uns que les autres. et les conflits, on les évite ou alors ils sont exacerbés. Donc il faut y aller, il faut les embrasser, les prendre à bras le corps. Et on se rend compte d'ailleurs que les conflits, quand on les yeux dans les yeux, finalement, ça se rééquilibre. On n'est pas dans un... Alors qu'on est protégé, on est loin. Donc moi j'aime la difficulté, j'aime le conflit, j'aime l'échec. Ça me forme, c'est le petit coup de pied aux fesses qui nous fait du bien. Sinon, on vit dans un élément virtuel et au premier incident, on a un difficulté. J'ai une petite anecdote comme ça, parce que tout à l'heure, Frédéric parlait de la guerre. Et effectivement, nous sommes d'une des premières générations qui n'a pas connu la guerre. On n'a pas été envoyé au service militaire en guerre, comme nos parents ont pu le faire. Et donc, on n'est pas confronté à ça. Et j'ai un ami, quand j'avais 20 ans, il y avait la guerre du Liban, la première, et le Liban, malheureusement, est souvent en guerre, et il s'était engagé dans les casques bleus. Moi, j'étais fasciné. J'ai dit, moi, je suis un gringalet, et que jamais j'irai dans les casques bleus. Et quand il est rentré, il m'a offert son écusson des Nations Unies, les casques bleus. J'étais très touché. Et bien, figurez-vous que cet écusson, je l'ai mis, j'ai un pyjama Derek Rose, c'est les pyjamas britanniques que j'aime bien, et j'ai mis cet écusson. Et quand je mets ce pyjama, je pense à lui, je dis, quand même, il y a des gens qui sont allés en guerre. Donc, qui suis-je porter des jugements ou des commentaires en disant oui, quand même, c'est une leçon d'humanisme, hein, tout ça, depuis tout à l'heure, qu'on est en train de se prendre. Oui, mais c'est ce que dit c'est Frédéric, comme moi, oui. Frédéric, c'est très juste sur le fait qu'on ne se parle pas assez. Ouais. La virtualisation, c'est une individualisation. Tout le monde devient égocentrique et égoïste. Et donc, pourquoi est-ce que le monde est de plus en plus violent? C'est parce que les gens ne se voient pas, ne se touchent pas, ne se parlent plus. Et le problème avec le confinement et tous les couvre-feux et les interdictions des restos et tout ça, ça nous a surtout rendus bêtes, de plus en plus bêtes et brutaux. Parce qu'enfermés sur nous-mêmes, quoi. Oui, et sans conversation. Je pense que c'est ça qui manque depuis un an et demi. Par peur du débat aussi, par peur de ne pas être d'accord. Oui, exactement. La discussion, il faut accepter de rencontrer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec soi et de trouver ça intéressant. Je pense que ça, c'est de plus en plus rare. C'est un cheminement difficile. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est très important. Frédéric Rebet, rapprochez-vous du micro. Oui, pardon. Je vous en prie. Autre petite anecdote rapide. Souvent, parfois, il y a une bêtise qui est faite ou quelque chose arrive et qui a fait ça? Donc personne ne répond. Plus jeune, souvent, victime idéale, un gringalet à lunettes, un peu roux, c'est lui. Donc j'ai toujours embêté, mais assez rapidement, j'ai pas contesté et du coup j'ai pris l'habitude d'assumer
les conneries, si je puis dire. D'être le bouc émissaire. Y compris celles des autres, et de négocier. Et lorsque j'étais patron de Sony, donc de Columbia, je venais d'arriver et on m'a dit, voilà, il y a des contrats qui vont être rendus à un certain nombre d'artistes. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Et vous inquiétez pas, il y a un business affaires qui va gérer ça. J'ai dit que nenni. Ouais. C'est vous qui avez appelé chaque artiste. Moi, je vais les appeler. Donc la business affaires charmante, on me dit, on va le faire, t'inquiète pas. Non. Je prends l'annuaire, des gens, donc j'appelle une jeune femme, très bonne artiste, qui faisait du ragamuffin, et je l'appelle. Évidemment, elle devait être très étonnée. Elle n'était pas très contente. Et elle me crie dessus. Je me suis dit, bon, je vais peut-être quitter les bureaux. Ils vont débouler avec des battes de baseball pour tout casser. Et pourquoi pas après tout. Et formidable retour, comme quoi ça m'a encouragé. Le soir, elle me rappelle. Elle dit, écoutez, je suis désolé. J'étais au supermarché avec ma fille. J'étais de mauvaise humeur. Je vous insultais. Vous ne le méritez pas. Je vous remercie d'avoir eu le courage de m'appeler. Ça m'a fait du bien. Oui. Et tout à coup, ça m'a donné ce déclic que j'avais déjà un peu, mais ça m'a encouragé. Et maintenant, quand il y a un problème, je le prends, je me dis plutôt que d'essayer, d'esquiver, abordons. Et le simple fait de se retrouver en face à face, de se parler, finalement, fait retomber cette tension. Rapports, et puis, c'est important. Et elle m'a dit, mais c'est pas de votre faute. Je lui dis, si, je suis responsable, je suis le patron. Donc, j'assume. Peut-être qu'après, quand je partirai, il y en aura un autre, et je ne sais pas s'il assumera, mais en tout cas, il faut prendre le relais. Quand il y a une continuité du travail, il faut assumer ce qui a été fait et pas dire c'est pas moi, c'est les autres. Il y a cette formidable chanson, les autres. Oui. Assumons. Et moi. Exactement. Frédéric Rebet, Frédéric Becbédé, j'ai une question, la dernière question de l'émission que j'ai volée à Laurent Vimon, que j'aime beaucoup, le PDG de Ceinturier 21, qui posait sur Twitter cette question. Donc, Frédéric Becbédé, que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui ? J'ai un peu réalisé ces rêves. Parce que quand j'étais enfant, je rêvais d'écrire, comme je vous l'ai dit, de faire partie de ce club, la littératurie. C'est un pays, en fait. C'est un pays où les pays sont Sioran, Blondin, c'est un beau pays, Bukowski et Flaubert. Donc j'avais envie d'habiter ce monde-là. Et aujourd'hui, j'y suis pas trop mal. Donc... je pense que alors il dirait t'es moche, t'as une barbe, qu'est-ce que c'est que cette tête, je vais devenir ça, mon Dieu quelle horreur, mais en même temps bon ça va, tu as quand même fait le métier dont je rêvais. Oui. Voilà, je pense quelque chose comme ça. A priori, c'est pas si raté que ça, si je peux me permettre. Frédéric Rebet, que dirait l'enfant que vous étiez, l'adulte que vous êtes devenu ? Je dirais que c'est un cheminement permanent. Il dirait continue. Moi j'ai une culture de saumon. Alors, c'est-à-dire que je remonte... Expliquez-vous, oui. Je remonte vers l'origine. En fait, je découvre les choses telles qu'elles m'arrivent, avec une curiosité naturelle et permanente. Et ensuite, je reviens. C'est par exemple, dans le cinéma noir américain, qui m'intéressait beaucoup, finalement, c'est d'abord une belle écriture. Donc, ce sont des auteurs. Il y a cette blague des États-Unis qui dit « Les Américains font aussi des films noirs ». Parce que ce sont avant tout des auteurs, des auteurs que nous aimons. Et donc, je découvre et je construis ma culture en remontant vers la source, grâce à ces découvertes, grâce à des livres comme celui de Frédéric Becbédé, des gens qui vont m'interpeller, qui vont exciter ma curiosité. Je pense que c'est une forme pas d'immortalité, mais en tout cas de quête permanente. J'ai pas eu besoin d'échanger le livre entre vous deux, puisque vous l'aviez déjà fait. Oui. Vous aviez apporté votre livre pour Monsieur Becbédé, et vous aviez déjà acheté le bouquin. Oui. Donc en fait, selon ma le lien a été créé maladive. ce soir. Non, merci à tous les deux. Merci pour ce beau cette partage. invitation et cette rencontre. C'était excellent. Je rappelle pour tous qu'on peut retrouver le dernier livre de Frédéric Becbédé, Bibliothèque de survie, sorti aux éditions de l'Observatoire, et celui de Frédéric Rebet, Propos d'un aspirant gentleman, aux éditions de l'Opportun, dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Merci de votre fidélité à tous. On se retrouve dimanche prochain à 19h. Merci à Maxime Sénat qui réalise cette émission, Méloane Rock et Laura Pierre, sans oublier les équipes de Sud Radio. Retrouvez-nous en podcast, en vidéo sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux. Bisous les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent.